Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition de votre journal de 22h dont voici les faits saillants. Le financement pour le développement économique du centre de discussion, tel était donc le thème de la réunion de cet après-midi au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État. Et en Libye, la commission électorale à Tripoli a été visée par un attentat suicide. Voilà donc pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Les réunions avec les hauts responsables de la fonction et de l'administration publique se poursuivent à la présidence de la République sous la houlette du chef de l'État. La suite avec Hassan Oubaker. Guélé a dirigé aujourd'hui dans l'après-midi au Palais de la République une importante réunion autour de la stimulation de la croissance et le financement du développement économique. Thématique transversale par excellence, la croissance économique djiboutienne depuis ces dernières années a fait un bond en avant et a été prometteuse. La stimulation de la croissance va permettre de réduire la pauvreté et débouchera ainsi sur des perspectives prometteuses. Celle-ci, plus vigoureuse, est le moyen nécessaire pour accroître le bien-être de la population. Cela est essentiel si l'on veut promouvoir l'équité, si l'on veut équilibrer les finances politiques et plus important encore, si l'on veut maintenir cet équilibre pendant une longue période. Le président de la République a rappelé la responsabilité de tous les hauts administrateurs présents face aux citoyens et leur devoir de grand commis de l'État. Il a également souligné les impératifs de la stratégie de développement menée pour que le pays renforce les programmes de développement. Impératif qui rime avec mobilisation, impératif qui rime avec la mobilisation de ressources et une poursuite de l'orthodoxie financière. Le chef de l'État a souligné dans son discours qu'il faut revoir et mettre en lumière sur ce qui a besoin d'être revu, doit être renforcé afin d'épingler la République de Djibouti dans le paysage économique mondial et attirer du capital étranger. Étaient présents, outre le Premier ministre à cette réunion, le ministre du Budget, le ministre des Finances et de l'Économie, le ministre chargé des Investissements, le secrétaire général de la Primature, le directeur des Finances extérieures, le directeur de la NPI, le directeur des douanes et le directeur de la dette publique. Et lors de son intervention prononcée à cette occasion, le président de la République a indiqué que certains aspects de ce secteur devraient être renforcés afin d'augmenter les investissements étrangers. On écoute le chef de l'État. Depuis quelque temps, nous avions eu l'occasion de discuter, de revoir, d'être intentionné pour revoir notre marche vers le développement, revoir nos programmes s'ils tiennent la route, revoir l'attitude, le comportement de nos fonctionnaires et responsables. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de conclure ce parcours et nous allons par la suite en faire un document qui nous servira de repère, n'est-ce pas, pour surtout d'étape et de corriger ce qu'il faut corriger, d'abandonner ce qu'il faut abandonner, de resserrer ce qu'il faut resserrer, mettre la lumière sur ce qu'il faut renforcer. Toujours dans la ligne de notre plan de développement. Aujourd'hui, nous allons parler de financement de notre développement économique et social. Notre pays a enregistré des performances économiques relativement robustes ces dernières années. Notre stabilité macroéconomique et notre gestion prudente de la dette publique sont incontestablement des conditions de maintien d'une charge d'endettement supportable. Notre croissance est soutenue et les perspectives sont prometteuses. Toutefois, pour stimuler le taux de croissance et le maintenir à un niveau qui permettra à notre pays de réduire la pauvreté, il faut nettement
accroître la mobilisation des ressources intérieures et extérieures, consacrées au développement global et au programme de réduction de la pauvreté. Or, aujourd'hui, la faiblesse de la mobilisation des ressources internes est au centre des préoccupations du financement de notre développement économique. Nous parlons là d'épargne. En outre, les écarts récurrents constatés entre les prévisions et les réalisations de recettes ont une incidence négative sur la crédibilité du budget. Et poursuivant, le président de la République a rappelé également la responsabilité de tous les hauts administrateurs présents face aux citoyens et leur devoir de grand commis de l'État. On écoute le président. Contre la légitimité de l'État qui est au centre de la question du recouvrement des impôts, en appliquant les critères de l'efficacité et de l'effectivité dans le système fiscal et dans l'utilisation des ressources publiques, nous serons en mesure de créer un cercle vertueux où recouvrement de l'impôt et services fournis se trouveront renforcés. Je veux que vous soyez tous convaincus qu'un système de finances publiques vigoureux est indispensable pour engendrer une croissance équitable et durable. Les recettes publiques peuvent permettre de financer la sécurité, l'éducation, la santé et l'investissement public. La question centrale en termes d'économie politique est de savoir comment le pouvoir public pourrait augmenter le recouvrement des recettes fiscales. Car il est certain qu'avec l'insuffisance des ressources fiscales, nous ne pourrons pas fournir un service public de qualité à nos concitoyens. Notre première démarche consistera donc à mobiliser et utiliser plus efficacement les ressources internes pour atteindre les objectifs de développement, notamment l'élimination de la pauvreté, l'amélioration de la situation sociale et l'élévation du niveau de vie des Djiboutiennes et des Djiboutiens. J'attends de vous que vous preniez rapidement les dispositions nécessaires pour mobiliser les ressources financières internes capables de financer l'investissement productif. Et à l'issue de la réunion, le Premier ministre Abdelkader Kamel est revenu sur les différents points à l'ordre du jour de cette réunion avec le chef de l'État. Une réunion avec le président. Je vous ai dit déjà à plusieurs reprises que le président essaye de voir tous les départements ministériels pour faire le point avec eux sur le développement du pays, mais aussi sur la marche vers le développement. Et aujourd'hui, on a parlé de l'économie, des finances et le plan de développement du pays. Certes, il a parlé aussi qu'il faut soit les programmes, s'ils ne sont pas corrects, il faut les revoir, de resserrer ce qu'il faut resserrer, mettre en lumière ce qui devrait l'être. Voilà en quelque sorte les mots clés qu'il a employés. Et par ailleurs aussi, la pression fiscale sur l'investisseur doit être minorée encore, puisque pour attirer plus d'investisseurs dans le pays, il faut que la pression fiscale diminue. Certes, les investisseurs aussi doivent comprendre qu'on ne peut pas les épargner totalement de la fiscalité, mais il y aura peut-être quelque chose de modique sur les investisseurs privés. Bon. Et pour le reste des questions, nous avons parlé aussi du budget. Le budget qui devrait être en équilibre d'abord, mais surtout essayer de resserrer les dépenses et d'augmenter aussi les recettes. Et pour le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, il était surtout question durant cette réunion de savoir comment impliquer le secteur privé, les banques ou les entreprises pour qu'ils investissent donc dans l'économie par le biais d'un partenariat public-privé. Nous l'écoutons.
Cette réunion a été une opportunité pour les différents acteurs impliqués dans l'économie et la finance du pays de se concerter et de voir même de trouver des solutions sur comment la croissance de notre économie fasse un bond en avant afin de mettre en place le mécanisme et les solutions adéquates. Comme vous le savez, nous avons toutes des recettes et des dépenses. Au cours de cette réunion, les grandes questions évoquées tournaient autour des dépenses, mais aussi les taxes. Quelles sont les solutions si les recettes récoltées par l'hôtel de l'impôt et les taxes au niveau ne soient pas suffisantes pour que notre pays ait une croissance robuste et que cela puisse créer des emplois? Voilà en gros les axes qui ont été évoqués. Et pour sa part, le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, a indiqué que cette réunion était une occasion pour les différents acteurs concernés de se concerter et trouver des solutions pour optimiser la croissance de notre économie. Nous l'écoutons. La réunion avec le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait pour objectif de dynamiser la croissance économique du pays. Il a été question, c'est là, et nous avons débattu sur les voies et moyens de renforcer nos efforts, une fois de plus, afin de permettre d'aller de l'avant. C'est les impôts et les taxes collectées que le gouvernement utilise pour construire des hôpitaux, des écoles ou d'autres établissements ou institutions publiques. Est-ce que cela est suffisant? Par là, on voit que le gouvernement ne peut pas subvenir à tout cela. Alors, comment le gouvernement peut-il impliquer les banques et à ce qu'il finance les petites et moyennes entreprises? Pour cela, fleurissent et ce qu'ils puissent avoir une croissance économique, ou encore comment le secteur privé puisse lui aussi investir dans l'économie par le biais d'un partenariat public-privé. Voilà en gros les grandes questions qui ont été abordées au cours de cette réunion. Exploiter nos ressources minières avec le concours des élus des collectivités locales, tel a été donc le thème d'une réunion qu'a présidé aujourd'hui le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Asma Oubaker nous en dit plus. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion de la primature une importante réunion de travail dont le thème portait sur la manière d'exploiter nos ressources minières avec le concours des élus des collectivités locales, et ce, afin de diversifier notre économie trop basée sur les services. Était présent lors de cette réunion le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, celui de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation, Hamadou Hamad Alamis. Côté élus locaux, elle notait la présence à cette réunion de Madame le maire de Djibouti, Fadouma Awali Osman, les préfets et les présidents des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Cette importante réunion sur le suivi du processus de la décentralisation fait suite à la séance de travail portant sur la décentralisation que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dirigée dans l'après-midi du 30 avril. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Silaj Omar Aboubakar, Abdelkader, a indiqué que l'objectif de cette réunion est de renforcer efficacement l'administration territoriale et une meilleure exploitation des ressources minières. Le Premier ministre, donc, sur proposition du ministre de l'Énergie et de celui de la décentralisation, a décidé d'entamer une tournée et visite des sites à valoriser. On écoute le secrétaire général. Comme je disais, à regrouper tous les acteurs de la décentralisation. Ces acteurs de la décentralisation, comme vous le savez, c'est au premier plan le ministre délégué chargé de la décentralisation, et l'ensemble des présidents des conseils régionaux, les préfets des régions. Évidemment, il y avait la présence du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation, qui a sous sa tutelle le ministère délégué à la décentralisation, et cette réunion était présidée par le Premier ministre. À cette réunion était aussi présent le ministre de l'Énergie, et la présence du ministre de l'Énergie n'était pas anodin. C'était effectivement la volonté du gouvernement, du ministre de l'Énergie et du gouvernement bien sûr, d'associer les acteurs de la décentralisation à l'exploitation, pas l'exploitation, pardon, mais à l'exploration, la recherche et l'identification des potentialités des ressources minières que recèlent les différentes régions. L'idée, ce n'est pas de demander aux élus d'aller prospecter, d'aller exploiter les ressources minières du pays, mais de les associer véritablement à la recherche, si vous voulez, des ressources et des bienfaits de la région pour leur permettre, aux côtés bien sûr du ministère de l'Énergie et aussi aux côtés d'une manière générale du gouvernement, à faire en sorte qu'ils puissent s'acquitter de la meilleure manière de leurs tâches.
Je vais aussi ajouter qu'on parle souvent de la décentralisation, mais effectivement, maintenant on a un peu dépassé aussi les stades de décentralisation. On parle plutôt maintenant de gouvernance d'une manière générale, de gouvernance bien sûr locale, mais de gouvernance d'une manière générale à tous les niveaux et de développement local durable. Donc c'est plutôt gouvernance et développement local durable qui est les véritables thèmes de ces réunions qui, ces derniers temps, ont lieu régulièrement sur le processus de décentralisation. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a indiqué que la mise en place d'une administration décentralisée efficace passe par là, à savoir la décentralisation des ingénieurs vers les régions, la mobilisation de ressources financières nécessaires à l'amélioration de la qualité des services à la population et à la création de conditions nécessaires pour les activités régionales. Nous avons eu la réunion à la primature et une réunion que le Premier ministre nous a conviés pour parler de la décentralisation et des collectivités locales et nationales. Et donc le thème d'aujourd'hui était comment décentraliser l'administration territoriale en premier lieu, mais aussi pour démontrer les ressources naturelles exploitables sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons fait un exposé des ressources minérales et naturelles de la République de Djibouti pour les 5 grandes régions que composent notre pays, mais aussi nous avons demandé que cette promotion aux investissements que nous avions fait déjà le 29 mars dernier pour nos investisseurs nationaux à la Chambre de commerce puisse se concrétiser et se faire aussi que cette promotion doit être continue et se poursuivre dans les régions de l'intérieur. Donc nous allons aussi faire une tournée sur les 5 régions de l'intérieur pour pouvoir promouvoir les potentialités en ressources naturelles des 5 régions, mais aussi pour insuffler et dans une croissance inclusive l'économie nationale, mais aussi pour la décentralisation de nos ressources naturelles. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali, accompagné d'une importante délégation composée du secrétaire général du ministère de l'Énergie, du directeur de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti et d'une équipe de la direction de l'énergie, avec à sa tête le directeur de l'énergie, a entrepris hier une tournée dans les différentes localités de la région d'Arta. Cette délégation a été donc accompagnée par le préfet de la région d'Arta, Abdullah Al-Oukiye, et a été accueillie sur place par les députés de la région, à savoir donc Aïcha Mohamed Abdallah, Omar Wabri ou encore le député Mohamed Ahmed Aynan. Même objectif donc que celui de vendredi dernier à Sankal et à Cheikh-Aïtou, à savoir donc la distribution des kits solaires pour les villages isolés se situant loin du réseau électrique de l'EDD. À leur arrivée dans chacune donc, des localités, la délégation ministérielle donc a été accueillie chaleureusement par les villageois sous les applaudissements de danse traditionnelle. Les villageois donc qui ont exprimé leur gratitude envers le ministre. C'est ainsi que les villages de Karta, Gued Alwein et Hilbali ont profité de ces kits solaires. Donc nous rappelons que le ministre de l'Énergie s'était rendu donc dernièrement dans les localités de Sankal et de Cheikh-Aïtou dans la région de Dikid, et ce genre de distribution donc se feront également dans les autres localités des régions de l'intérieur. Et pour plus de précisions concernant donc cette tournée, écoutons le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Aujourd'hui, nous avons, comme promis lors de la dernière campagne électorale législative, et comme nous avions aussi déployé tous les kits solaires dans l'ensemble du territoire national. La semaine dernière, nous étions dans la région du Sud. Aujourd'hui, nous sommes dans la région du Lakassal. Après Leïta et Omar Chaga, nous allons déployer aujourd'hui aussi sur Karta et PK51 et PK50 aussi. Donc, ceci répond d'abord aux promesses électorales d'électrifier et de donner des kits solaires à l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi pour pallier à nos concitoyens des problèmes dus au manque de lumière, dus au manque de nos jeunes enfants
pour l'éducation. Chaque village ou chaque endroit où il y a une école et un hôpital. Dans la foulée, sans l'aide du secrétaire d'État à la solidarité et à la DDS et du ministère de l'énergie et de la Société internationale des hydrocarbures qui nous ont fait don de ces matériels solaires et nous en remercions fortement. Également dans l'actualité, suite à l'appel pour l'octroi d'une aide internationale lancée hier par le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo pour venir en aide aux victimes somaliennes des inondations survenues dans la région de Hiran et du débordement du fleuve de Wabi Shabelle, la République de Djibouti a rapidement donc répondu à cet appel. Pour nous en parler, Samatar Saïd est avec nous. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors Samatar, de quel genre d'aide parle-t-on exactement? Eh bien, Ahmed, c'est une aide de quelques 10 tonnes de denrées alimentaires, de matelas de couverture, des moustiquaires imprégnés et de tentes a été dépêchée ce matin par voie aérienne. Ces aides, Ahmed, de premières urgences comprenaient également de la nourriture pour enfants. Le chef de l'État a par ailleurs donné des instructions claires et précises afin d'envoyer sur place des secouristes du service de la protection civile. Les sapeurs-pompiers aguerris de la protection civile sont en instance, Ahmed, de départ et seront déployés dès demain sur plusieurs zones. Rappelons, Ahmed, que la République de Djibouti a répondu à chaque fois aux besoins de ses frères somaliens, qu'il s'agisse lors d'attentats ou d'autres calamités naturelles de graves. Rappelons que les fortes précipitations survenues dans la sous-région de l'intersaison ont entraîné des inondations et des crues de fleuves de l'Oued. Merci Samatar. Nous rappelons également que les troupes djiboutiennes de maintien de la paix de la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, ont également participé à l'évacuation des sinistrés de Baladouine, des zones inondées de la ville et fourni des bâches et de l'eau aux personnes touchées. Également dans l'actualité, donc la traditionnelle réunion annuelle sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne pour 2018 a eu lieu ce lundi au département des affaires étrangères. Alors Samatar, sur quoi a porté cette rencontre? Eh bien, Ahmed, cette rencontre a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulach. Cette réunion a vu la participation, Ahmed, du ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussé-Dawalé, du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar, et de nombreux ambassadeurs, ainsi que de l'Union européenne, accrédités à Djibouti, notamment les ambassadeurs de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique. Le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'accord dit Cotonou qui lie les pays européens à ceux des pays de l'ACP ou les pays signataires de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. En prenant la parole, l'ambassadeur européen, M. Adam Koulach, s'est déclaré ravi de voir une régularité de ce dialogue politique. Les discussions, a-t-il souligné, sont ouvertes à tous les sujets et permettent un raffermissement des relations liant l'Union européenne à Djibouti. Selon lui, l'Union européenne porte un grand intérêt au développement de Djibouti. Les thèmes abordés au cours de cette dernière rencontre ont couvert tous les domaines importants de la coopération entre l'Union européenne et la République de Djibouti. Ils ont touché aux domaines politiques, économiques, social. Concernant le volet politique national, le ministre de l'Intérieur a fait le point sur les dernières élections législatives du 23 février 2018. Par ailleurs, concernant le volet régional, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, a fait le point sur la dramatique situation prévalant au Yémen, le désastre humanitaire que connaît ce pays ravagé par une guerre fratricide. Concernant la Somalie, le chef de la diplomatie djiboutienne est revenu sur l'élection du nouveau président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. S'agissant des différentes frontières qui opposent Djibouti et l'Érythrée, M. Mohamed Ali Youssouf a émis le souhait de la République de Djibouti de voir les sanctions maintenues contre le régime d'Asmara, pays qui, selon lui, consiste une source de préoccupation et d'instabilité pour ses voisins. Et merci Samatar. Donc durant cette rencontre, il a été également abordé donc la question économique. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussé-Dawalé, a présenté la situation économique, notamment les grands agrégats de la macroéconomie, la croissance, l'inflation, les investissements directs étrangers, les différents programmes en cours et en programmation avec l'Union européenne. Enfin, les deux parties se sont félicitées de la qualité des discussions et du traitement de tous les points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Et dans un discours prononcé
Annoncé à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a rappelé donc l'importance de ce dialogue politique qui est, a-t-il dit, un exercice de réflexion, d'échange, de partage de points de vue et d'idées. On écoute le ministre. La session du dialogue politique s'appuiera sur un ordre du jour convenu d'un commun accord et qui sera essentiellement consacré à des thématiques relatives au domaine politique, au partenariat économique entre nos deux parties, ainsi qu'aux questions de politique régionale qui représentent les principaux défis auxquels nous sommes confrontés. Les discussions de ce matin permettront entre autres de nous éclairer sur les négociations post-Cotonou, ainsi que les engagements de l'Union européenne vis-à-vis des États ACP et des États africains en particulier. Sur le plan politique national, il est important pour nous de nous pencher sur les derniers événements en République de Djibouti, notamment les élections législatives du 23 février 2018, et nous pourrons donner un aperçu général sur le bon déroulement de ces élections. À ce titre, le gouvernement de la République du Djibouti a œuvré donc à la consolidation de la cohésion nationale et à l'implication de toutes les forces vives de la nation. Par ailleurs, de nouvelles dispositions législatives ont été instaurées avec l'introduction de la loi numéro 219 en 2018, 7e législature, qui a modifié la loi numéro 192 en 2012, 4e législature, et instituant le système de quotas dans les fonctions électives. La République du Djibouti a augmenté à 25% le quota des femmes pour siéger à l'Assemblée nationale. Dans le second volet, nous allons aborder les questions économiques. Nous mettrons en exergue les agrégats macroéconomiques et ensuite nous allons aborder l'état d'avancement du 11e FED à Djibouti ainsi que le programme de coopération économique au sens large du terme. Et enfin, nos derniers échanges porteront sur la situation régionale, sur le plan politique et sécuritaire. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour demander le soutien de vos pays respectifs pour la candidature de la République de Djibouti à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Sous la présidence du député Ahmed Roblé Abdillahi, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie ce mercredi. La Commission a examiné le projet de loi portant code de déontologie des agents publics. La séance de travail de la Commission s'est déroulée en présence du ministre du Travail chargé des réformes de l'administration, Hassan Idriss Samrié. Au cours de leur réunion, les représentants du gouvernement et les élus du peuple ont salué d'une même voix l'importance de ce projet qui se veut novateur et au service de l'intérêt des citoyens. Le ministre du Travail a indiqué que les responsables de chaque service ont des obligations et on met devant eux un code de bonne conduite. Cela doit guider leurs actions et comportements. Et enfin, les parlementaires ont tenu à rappeler les dispositions de l'article 38 du titre 4 qui dispose, je cite, « Tout agent, lors de son entrée dans la fonction publique, doit s'assurer qu'il a pris connaissance du présent code et doit veiller à respecter toute disposition le concernant. » Fin de citation. Et en fin de séance, les parlementaires ont donné un avis favorable pour l'adoption de ce projet de loi lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Et dans le cadre du suivi d'évaluation de la mise en œuvre du grand projet de la Bibliothèque nationale et des archives, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des biens Warf, Momin Hassan Barré, a reçu en audience une mission d'experts dans le domaine des archives, bibliothèques et gestion électronique des documents. Le chef de mission, Albert Renban, expert international en archives et gestion de documents, a tenu à donner un briefing sur l'ensemble des techniques de gestion et d'organisation des bibliothèques. Le ministre a remercié donc les membres de la mission de cette visite et qui apportera des éléments supplémentaires pour la gestion future de ce projet qui permettra de conserver une partie de la mémoire nationale et aider à entretenir les fonds documentaires. Le ministre a soulevé également la question de la formation du futur personnel des archives et de la bibliothèque. Un programme de renforcement des capacités humaines sera soumis à nos partenaires donc afin d'accélérer le processus de formation, a-t-il ajouté. Le professeur donc expert en biblioto-économie et bibliologie, Pazami Bono, conservateur consultant en ingénierie archives, sont intervenus à leur tour donc pour expliquer l'importance de ce projet, notamment avec les nouvelles méthodes de gestion basées sur les approches modernes. Et Dr Charles Adalbert, expert également en informatique, a mis l'accent sur les procédés de gestion numérique des fonds archivistiques et documentaires.
Et par la suite, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, a visité donc le site qui abritera la future Bibliothèque nationale et des archives. Il était accompagné des experts de la mission internationale donc en archives et gestion des documents. Il est à rappeler que l'approche globale de cette expertise est composée de deux phases, phase étude et phase réalisation mise en œuvre. Ainsi, les 4 experts, chacun dans son volet, effectueront une mission d'études techniques préalable à la mise en place des établissements publics de la Bibliothèque nationale et des archives nationales. Concernant la sensibilisation, la méthodologie retenue est le passage dans tous les départements ministériels pour exhorter les responsables à veiller à la conservation des archives. Le chef de la mission et les experts ont souligné lors donc de l'atelier de restitution l'importance de former et sensibiliser les hauts responsables des différents ministères de l'importance que revêt la conservation des archives et des documents qui constituent la mémoire de l'évolution institutionnelle de notre pays. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour le développement, le PNUD et l'Agence américaine pour le développement, l'USAID, a lancé aujourd'hui une formation de 2 jours au profit des femmes et portant sur la gestion des coopératives. Cette formation se déroule au Centre d'action sociale pour l'autonomisation des femmes de Balbala. Cette formation a pour objectif d'augmenter le nombre des coopératives et donner aux responsables les outils nécessaires pour leur gestion. La cérémonie de lancement de cette formation a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, la représentante du PNUD, Barbara Menzi, le responsable de l'USAID. Outre les responsables des ministères de la Femme et de la Famille, des représentants d'associations des 5 régions de l'intérieur y ont pris part. Et la représentante du PNUD a précisé que cette formation vise à renforcer la capacité des femmes dans les activités génératrices de revenus. 2 ans déjà, et qui traite de l'autonomisation économique des femmes et le renforcement des communautés. Et ça vise à renforcer les capacités des femmes, surtout les plus vulnérables, par un accompagnement et pour mise en place d'activités génératrices de revenus. Je saisis cette occasion aussi pour exprimer ma gratitude aux bailleurs qui nous ont permis de faire ça. À l'instar des objectifs de développement durable eux-mêmes, les coopératives privilègent la dimension humaine, gérées par leurs membres, qui en sont aussi les propriétaires. Les coopératives sont résolument attachées et renforcent les communautés qu'elles servent. Nous sommes convaincus que les coopératives peuvent contribuer notablement aux objectifs de développement durable, axés sur l'emploi, sur la lutte contre la pauvreté et la faim, et sur l'égalité entre les sexes. Une importante cérémonie de clôture de formation s'est tenue aujourd'hui au centre d'instruction de la gendarmerie nationale situé au PK23. Cette cérémonie était placée sous l'autorité du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adel, en présence du général de brigade Yeneche Antonio, représentant le commandant général de cette institution. Il s'agissait de la clôture d'une série de formations conduites dans le cadre du programme Miadit 9 par des instructeurs des carabinieri italiens durant le premier semestre de l'année 2018. Ces instructeurs de l'armée des carabinieri italiens ont formé plus de 200 agents de la gendarmerie djiboutienne avec lesquels ils ont partagé leurs connaissances dans 7 domaines de formation, à savoir le maintien de l'ordre, les enquêtes relatives aux atteintes environnementales, la protection du patrimoine culturel, les techniques d'investigation, les techniques d'identification criminelle, les techniques d'intervention et la lutte contre le terrorisme. La cérémonie de clôture de ce matin, qui marquait la fin de la Miadit 9, est une étape de plus dans l'affermissement des relations de coopération entre les carabinieri et la gendarmerie nationale. À l'issue de remise des certificats, donc la cérémonie a été clôturée par des démonstrations des acquis par un escadron de gendarmerie mobile engagé dans une opération de maintien de l'ordre. Et par la suite, le chef d'état-major de la gendarmerie djiboutienne, le colonel Zakaria Hassan Adel, a convié son hôte de marque à une visite des installations majeures du camp Cheikh Moussa, dont la capacité d'accueil s'accroît d'année en année. Enfin, des échanges de cadeaux, une photo de famille ont marqué officiellement la clôture de cette importante cérémonie.
Essere qui oggi in rappresentanza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, ad assistere a questo. Et dans un mot prononcé donc à l'issue de cette cérémonie, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, a indiqué que des liens traditionnels solides unissent les deux institutions sœurs que sont la gendarmerie nationale djiboutienne et l'armée des carabinieri italiens. Et cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'une vaste coopération entre les deux forces aux missions et attributions similaires. On écoute le colonel. La cérémonie que nous rassemble ce matin marque la clôture d'une série de formations dispensé à nos gendarmes durant le premier semestre de cette année 2018. Cet enseignement, bien sûr, a été dispensé par des instructeurs carabiniers de la 9e mission italienne stationnée à Djibouti. Ce programme d'instruction s'inscrit, en général, dans le cadre d'un partenariat qui existe et que nous avons initié, moi et le général Del Sete, à Rome, il y a presque 4 ans. C'est dans ce cadre-là que ces formations sont assurées aux gendarmes djiboutiens. Vos instructeurs des carabiniers ont dispensé des cours à plus de 200 gendarmes et ont partagé avec un excellent état d'esprit leurs connaissances dans ce domaine de formation, à savoir, comme il a déjà été dit, le maintien de l'ordre à 150 stagiaires de la gendarmerie mobile, des techniques d'investigation, la police technique et scientifique, la police environnementale, la protection du patrimoine culturel, la lutte contre le terrorisme au profit de 35 gendarmes du groupement judiciaire. Mais également dans les techniques d'intervention, à 18 gendarmes de notre groupe d'intervention et du peloton d'intervention. Bien sûr, toutes ces formations, en général, répondent aux besoins d'instruction de nos personnels. Et d'après les informations qui m'ont été rapportées par les officiers de contact et commandants d'unité des stagiaires, l'instruction a connu un rythme soutenu et varié en activité, la théorie étant combinée à la pratique. Le haut commandement de la gendarmerie, en général, est particulièrement reconnaissant envers le haut commandement des carabiniers qui ont mis en place tout un dispositif pour que les carabiniers instructeurs puissent partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec nos gendarmes. Toujours en nouvelle nationale, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdellah Mahyoub, a effectué donc ce matin une tournée de supervision des phases finales de la seconde édition des grands concours scolaires. Il était accompagné des collaborateurs du ministère et des directeurs généraux de l'enseignement et du CFEF, en l'occurrence Issa Kamil, Ousmane Ibrahim, Abdi Dirir et Aïcha Farah. Les phases finales des grands concours scolaires ont eu lieu donc au CFEF pour les disciplines de mathématiques, de sciences et d'anglais, ainsi que la dictée pour les classes de 5e, 7e et 9e année et la première scientifique. Parallèlement, les élèves des écoles d'enseignement de langue arabe se sont confrontés en mathématiques, sciences et dictée. Les finales des épreuves de dictée se sont déroulées dans les studios de la radiodiffusion télévision de Djibouti qui a retransmis en direct les épreuves. Au cours de ces finales, les écoles donc qualifiées des phases préliminaires dans les régions de l'intérieur ont disputé les finales aux écoles des différentes zones et circonscriptions de la capitale dans les 2 sites privés à cet effet. Et depuis leur première édition, les grands concours scolaires ont suscité un enthousiasme particulier parmi les apprenants qui trouvent une saine émulation dans ces compétitions qui font appel à leurs connaissances et leurs compétences acquises en classe. Les grands concours scolaires sont donc salués unanimement comme une trouvaille géniale du MENFOP qui a permis aux élèves d'établissements de la capitale et des régions de se mesurer dans toutes les disciplines au menu de leurs enseignements-apprentissages. Et pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons appris avec grande tristesse le décès de feu Aïcha Hamad Mohamed, décédée donc ce matin à Tadjoura. La défunte âgée de 71 ans, laisse derrière elle donc un enfant. La défunte était la sœur aînée du sultan ou Dardar de Tadjoura. Et en apprenant cette douloureuse disparition, le ministre de la Défense, le secrétaire général de la primature, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale donc adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte et prient le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Asma Aboubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir. Alors Asma, en Libye, donc la commission électorale à Tripoli a été visée par un attentat suicide. Oui, un groupe armé a pris pour cible la commission électorale libyenne à Tripoli. Le bilan provisoire est d'au moins 11 morts. Une attaque contre le siège de la commission électorale libyenne était en cours. Aujourd'hui, à 13h30, le bilan était d'au moins 11 morts. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement libyen. Plusieurs assaillants armés ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Un kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur du bâtiment et les autres ont mis le feu à une partie du bâtiment. Sur les réseaux sociaux, des photos montrent une épaisse fumée noire s'élevant au-dessus du quartier de Tripoli où se trouve donc la commission. L'identité armée des assaillants et des victimes doit être encore confirmée. Et enfin donc nous allons parler climat et 7 millions de personnes Asma qui sont mortes de la pollution de l'air rien qu'en 2017. Oui, l'OMS à l'issue d'une enquête dont les conclusions ont été publiées hier révèle que 90% de la population mondiale respire de l'air pollué. Selon l'organisation onusienne, les niveaux de pollution atmosphérique sont restés élevés au cours des 6 dernières années, ne diminuant que dans certaines parties de l'Europe et des Amériques. Le document note que malgré des décennies d'attention à la pollution de l'air, 9 personnes sur 10 sur la planète respirent encore de l'air contenant des niveaux dangereux élevés de polluants. Et l'intuition des Nations Unies déplore le fait que les améliorations ne suivent pas la croissance démographique. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.